Peut-on vivre sans faire l'amour? Dans une société où le sexe est omniprésent, où le plaisir fait figure de mot d'ordre, l'absence de relations sexuelles peut être vécue comme problématique. Abus sexuels dans l'enfance, divorces douloureux, déceptions amoureuses, l'abstinence peut être un choix, parfois, pour mieux se reconstruire. Mais ça arrive aussi de devoir renoncer aux rapports sexuels pour des raisons médicales. Oui, puis on peut également s'arrêter de faire l'amour par manque de libido, encore ne jamais avoir envie de faire l'amour. L'absence de vie sexuelle renvoie à des situations très variables qui appellent donc des réponses tout aussi différentes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec nos invités. Deux invités avec nous, le docteur Catherine Solano, sexologue. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Régis. Et puis en direct aussi Audrey Lemerer, qui est psychologue et psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de répondre aux questions, on va se poser la question de savoir si on peut vivre heureux sans activité sexuelle. Maroussia Renard et Alexandre Delaval vous ont posé la question. Écoutez. Qu'est-ce que vous pensez de l'abstinence sexuelle, le fait de ne pas avoir de vie sexuelle? Que chacun fait ce qu'il veut. Oh purée! Si ça fait plaisir, je pense que c'est ça l'intérêt. Il faut que ça fasse plaisir et il faut qu'on se sente en harmonie avec nos choix. Je crois que la psychanalyse nous enseigne ça, qu'on peut quand même déplacer le désir sexuel vers d'autres objets. Donc oui, je pense, oui. Si les personnes ont envie de s'abstenir, tant mieux, mais ne pas forcer les autres à s'abstenir par contre. C'est ennuyant, je sais pas. C'est de pas avoir de vie sexuelle, c'est triste. Vous pourriez, vous, vivre épanoui sans sexualité? Je pense, oui. Je n'ai pas trouvé la formule pour le faire, mais je pense que c'est possible, oui. Non. Mais je dois pas être assez spirituellement. Voilà. Je pense qu'il existe des personnes qui sont trop invisibilisées aujourd'hui, ça s'appelle les asexuels, qui n'ont pas envie d'avoir des relations sexuelles, et ça existe, c'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels parce qu'ils ont été traumatisés aussi. Il y a des gens qui ont envie d'avoir des rapports sexuels et qui ne peuvent pas en avoir parce que leur vie fait que voilà. Bref, il existe tout un panel de gens qui fait que les relations sexuelles ne sont pas nécessaires pour s'épanouir, je pense. On écoutera tout à l'heure le témoignage justement d'une asexuelle. On commence avec cette question de Barbara. Je n'ai plus de rapport sexuel depuis plusieurs années et n'ai plus aucun désir. J'ai 50 ans. Quelles conséquences sur le corps ? C'est pas gênant du tout pour le corps parce qu'en fait, ne pas avoir de rapport sexuel, c'est pas non plus ne pas avoir de vie sexuelle. Par exemple, une chose très importante, c'est que toutes les nuits, quand on dort, on a une activité sexuelle involontaire et inconsciente. C'est-à-dire les femmes aussi. La zone sexuelle se gonfle, se lubrifie chez les femmes. Le clitoris a une érection, même si on dort. Et chez les hommes, on parle toujours de l'érection la nuit, mais c'est pareil chez les femmes. Pourquoi? C'est au cas où, à un moment, elle rencontre quelqu'un qui lui donne du désir et son corps s'est entraîné et il redémarrera beaucoup plus facilement. C'est bien étudié. D'ailleurs, j'entendais dans les témoignages, tout le monde n'a pas de désir sexuel, mais il y a une chose qui est importante, c'est souvent le désir, il est adressé à quelqu'un. On peut ne pas avoir de désir parce qu'on n'a pas rencontré quelqu'un qui vous donne vraiment envie. C'est pas forcément j'ai du désir, il faut que je trouve quelqu'un sous la main pour assouvir mon désir. C'est aussi une histoire de rencontre. Donc, peut-être qu'elle n'a pas fait de rencontre. Mais en tout cas, pas de conséquences sur le corps. Oh non, sur le corps, ça ne donne pas de maladie, pas de... On peut déprimer, mais ce n'est pas l'absence de rapport sexuel, c'est plutôt le côté relationnel, de se sentir seul, de ne pas se sentir désirable. Mais non, ça ne donne pas de maladie. Même pour les hommes, parce qu'il y a une question de Pascal qui demande si le manque d'activité sexuelle n'est-il pas plus grave chez les hommes, notamment pour la prostate? Non, pas du tout. Non. C'est pas plus grave. Ça augmentait le risque de cancer de la prostate de ne pas avoir de relations sexuelles pour les hommes. Oui, il y a des études qui sont un petit peu contradictoires. De toute façon, ce n'est pas les rapports sexuels, c'est l'éjaculation. Donc, ce n'est pas la même chose non plus. On peut très bien avoir une éjaculation sans avoir de partenaire. La masturbation, ça existe et tout le monde sait à peu près ce que c'est quand même de nos jours. Donc, c'est pas du tout plus dangereux pour les hommes. En revanche, on a l'impression quand même en consultation que les hommes ont plus de mal, en moyenne, ça dépend lesquels, à supporter une absence de vie sexuelle que les femmes. Peut-être tant mieux, parce que comme les hommes vivent moins longtemps, quand les femmes sont âgées, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est peut-être pas plus mal. Mais je ne sais pas si c'est hormonal, si c'est corporel, si c'est sociétal ou c'est l'éducation. Je ne sais pas trop. On peut peut-être demander aussi à notre psychologue. Tout à fait, savoir effectivement cette différence, Audrey Lemerer, entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Alors, le débat inné-acquis, j'ai un petit laps de temps, moi, pardon, entre l'image et le son. J'ai votre son bien à moi. Donc, du coup, il y a des données en fait culturelles, éducationnelles, beaucoup qui rentrent en matière de sexe.
il n'a pas été rare d'entendre des femmes se dire que si elles assumaient une sexualité, donc non pas masturbatoire, hein, mais avec un homme ou une femme d'ailleurs, elles s'entendraient dire certains mots, pas les hommes. Donc ça aussi, ça peut freiner la montée d'un désir, parce que c'est ce qu'on appelle l'image sociale de la sexualité, et on n'y échappe pas. Même si on cherche à y échapper, on n'y échappe pas. Quelque part, inconsciemment, c'est inscrit en nous, et on véhicule à travers des blagues ou à travers l'humour ou ce genre de choses, ces images, ces représentations sociales. Après, la question du désir chez les hommes et chez les femmes, c'est sensiblement la même chose, hein. Quand ça s'inscrit dans une relation, bien sûr, les problématiques sont les mêmes. Il n'y a pas de discours différent entre un homme et une femme sur le désir. Les hommes s'inquiètent d'ailleurs souvent du manque de désir de leurs femmes, non pas que pour eux, mais pour leur couple aussi. On reprend avec une question, oui, de Armand. Quels sont les bienfaits prouvés de la sexualité sur l'organisme? Une activité sexuelle régulière permet-elle de prévenir l'hypertension artérielle? L'activité physique, oui. Alors l'activité physique, oui, mais l'activité sexuelle, c'est pas considéré comme une activité physique très intensive. On estime qu'un rapport sexuel, c'est comme monter 2 étages à pied. Bon, si vous montez 2 étages à pied tous les jours, même 2 fois par jour, on peut pas dire que vous êtes un grand sportif. Donc à ce niveau-là, non. Par contre, c'est très bon pour le moral, par exemple. C'est certainement bon. Enfin, c'est très difficile d'isoler l'effet de l'activité sexuelle et du fait d'être en couple. Par exemple, on sait que les hommes mariés vivent plus longtemps, mais ce n'est pas sans doute l'activité sexuelle, c'est plus le fait qu'ils se font chouchouter, que leur femme les traîne chez le médecin, chose qu'ils n'aiment pas faire quand ils sont tout seuls, par exemple. Donc, c'est bon pour le moral par rapport aux dépressions. Il y a des personnes qui sont en dépression parce qu'elles disent, ils ou elles disent, je n'ai pas de partenaire, je déprime, par exemple. Et on a besoin de contact corporel aussi pour être épanoui. Pas forcément sexuel, mais de câlins, de tendresse. C'est pour ça qu'il y a des personnes célibataires qui se font masser, par exemple, parce que ça fait beaucoup de bien d'avoir un contact corporel. Donc, ça fait beaucoup de bien d'avoir une vie sexuelle, mais on ne peut pas dire qu'on aura des maladies en sens inverse si on n'en a pas. Morad nous dit qu'il ne s'est pas masturbé pendant plus de 30 jours et il a constaté des symptômes de stress, comme la peau sèche et de l'acné. Est-ce que ça peut être lié ? Alors, le stress, ça peut être lié parce qu'effectivement, il y a énormément d'hommes, surtout, j'ai l'impression, qui prennent la masturbation comme un tranquillisant, comme un anxiolytique. Et il y a des hommes qui me disent « Ah là, c'est peut-être pas bien ». C'est plutôt pas mal parce que c'est bien mieux que de prendre des médicaments, que de boire de l'alcool, que de fumer des cigarettes ou que de battre sa femme. Non, ça, c'est peut-être pas un anxiolytique. Non, mais que de faire quelque chose qui vous ferait du mal à vous ou à quelqu'un. Donc, effectivement, quand on a pris cette habitude, il y a des personnes ou des femmes aussi qui disent « Moi, je m'endors beaucoup mieux si j'ai pratiqué la masturbation avant » parce qu'effectivement, ça détend énormément. Si vous ne le faites pas, vous aurez un niveau de tension qui sera un peu plus élevé, sauf si vous n'avez pas du tout appris à vous détendre de cette manière-là, mais que vous avez plein d'autres manières de vous détendre, de faire du sport, de faire la cuisine, de lire, je ne sais pas, de... ce que vous voulez. Avec votre femme, voilà, justement, d'être gentil. Voilà, ça c'est bien. Afida demande si le fait de ne pas avoir de sexualité, est-ce que ça peut influer sur la ménopause ? Non, ça n'a pas, a priori, ça n'a pas de... On ne va pas avoir une ménopause plus précoce ou plus tardive parce qu'on a des rapports sexuels. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'études montrant ce genre de choses. Sur les symptômes de la ménopause, on a plus ou moins de bouffées de chaleur selon... Ah, alors ça, c'est une question intéressante. Si peut-être, parce que, alors, on sait que dans le sperme, il y a des œstrogènes. Et c'est... des fois, je dis à mes patients, c'est la crème de beauté du vagin, le sperme. C'est quelque chose qui est bénéfique pour l'écologie vaginale. Donc, effectivement, ça peut être bénéfique d'avoir des rapports sexuels. C'est pas seulement le sperme, c'est aussi le fait d'avoir une excitation qui fait gonfler la muqueuse du vagin, qui fait qu'il y a du liquide qui sort, qui l'hydrate. Donc, c'est une espèce de gymnastique des vaisseaux qui est très bénéfique. Ouais. Je ne connaissais pas cette expression de crème de beauté du vagin. Ce qui fait que quand une femme n'a pas eu de rapport sexuel pendant longtemps, mais c'est pareil pour un homme aussi, mais c'est plus difficile au redémarrage. C'est-à-dire qu'une femme va dire « j'ai un peu de sécheresse vaginale, ma lubrification n'est pas très bonne, j'ai un peu mal », et un homme va dire « au secours, j'ai pas eu de rapport depuis 6 mois, quand j'ai recommencé, j'ai eu une panne ». En fait, c'est tout à fait normal, c'est que pourtant, j'ai dit que la nuit, le corps s'entraîne
c'est vrai, mais c'est quand même pas pareil qu'un vrai entraînement. C'est un peu comme la différence entre une compétition et un entraînement, peut-être, je sais pas. Mais ça marche moins bien si on arrêtait pendant un moment. Il faut le savoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, surtout autrefois, on n'était pas informés, qui arrêtaient leur vie sexuelle à cause de ça. Des hommes qui se disaient, j'ai 55 ans, je suis divorcée, j'ai essayé, ça marche plus, bah, je tire un trait. Alors qu'en fait, il suffit d'un peu de pratique et de rencontrer quelqu'un d'attentionné qui le comprenne, des deux côtés, homme ou femme. Je n'ai plus de rapport sexuel avec mon mari depuis 2 ans. Cela fait suite à une dépression causée par des problèmes professionnels. Il n'y a pas de question, mais la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que la dépression, ça bloque souvent la sexualité, d'abord parce qu'on n'a souvent plus du tout de désir quand on a une dépression, et les médicaments antidépresseurs diminuent aussi le désir. Chez les hommes, ils peuvent diminuer l'érection, chez les femmes, la lubrification, donc c'est vrai que ça peut faire une interruption. Il faut bien comprendre que c'est lié à la maladie et pas forcément à la relation de couple, parce que si on se sent coupable ou mis en cause, ça ne facilite pas, et je pense qu'il faut demander de l'aide au médecin. Par exemple, pour un homme, moi j'ai eu hier un patient qui me dit j'ai eu une dépression, j'ai arrêté mon antidépresseur, j'ai toujours pas des bonnes érections, pourtant il est assez jeune. Eh bien, il faut prendre un médicament pour aider au redémarrage. Ça sert un petit peu de starter parce que le corps n'a pas fonctionné, n'a pas eu de rapport pendant 2 ans. Il ne va pas redémarrer au quart de tour. Donc un médicament, quand on est jeune, on n'en a pas besoin longtemps. Quand je parle de médicaments, c'est du type Viagra ou sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil, je sais tous les cas, qui aident énormément à redémarrer. Et après, ça refonctionne très bien. Il y a certains médicaments antidépresseurs, cette fois-ci, qui effectivement occasionnent une baisse de libido. La plupart des médicaments antidépresseurs peuvent entraîner une baisse de libido, mais il faut savoir que la dépression par elle-même entraîne déjà une baisse de libido, donc il vaut mieux quand même soigner la dépression. Et je profite pour dire que le sport, c'est aussi efficace que les antidépresseurs contre la dépression, donc j'incite énormément mes patients à faire du sport. Pas dans des dépressions légères, pas dans des dépressions graves avec un risque suicidaire où il faut évidemment. Oui, je suis d'accord, mais c'est toujours mieux de faire les deux, antidépresseurs plus sport. Quand je dis que c'est aussi efficace, c'est qu'il faut l'ajouter. Et en plus, le sport, ça fait monter la testostérone. Au bout de 30 minutes de sport, la testostérone monte un petit peu, sauf si on en fait plus de 2 heures, mais il faut faire plus de 30 minutes et moins de 2 heures. Et du coup, ça aide énormément à la fois sur la dépression et à la fois sur le désir et la sexualité. Donc c'est très important. On nous dit « Je n'ai envie de faire l'amour ni avec mon conjoint, ni lors de relations extra-conjugales. Suis-je normale ?» On va écouter un reportage et puis ensuite, on va demander son opinion à Audrey Lemaire. Oui, effectivement, parce que vivre sans ressentir d'attirance sexuelle, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'asexualité. Les asexuels représentent environ 1% de la population mondiale. Méconnus, voire dénigrés, les personnes concernées se sentent souvent mises à l'écart et incomprises. Farah Kestri, Marika Julien ont rencontré Laurie qui a accepté de témoigner. On m'avait dit que l'envie viendrait et c'était inévitable, mais le désir n'est jamais venu. Je me sentais mal et j'avais l'impression d'être un monstre dénué de tout sentiment. Mais j'étais juste dénuée de toute attraction sexuelle et ça, personne ne m'avait dit qu'il y avait une différence entre les deux. Cela fait presque 2 ans que Laurie a pu enfin mettre un mot sur cette absence d'attraction sexuelle. Elle se définit comme une asexuelle romantique. L'attirance romantique, c'est vraiment l'aspect sortir avec une personne, faire des activités avec, peut-être faire des choses comme des câlins ou des baisers, et c'est tout. Ça se limite à ça. Je peux trouver l'acte sexuel physiquement et esthétiquement joli, mais à aucun moment je ne veux être la cible ou le réceptacle de ça. Pourtant, Laurie ressent bien de l'attirance envers les garçons. Elle a vécu différentes histoires d'amour sans jamais pouvoir assouvir le désir de l'autre. On m'avait dit que, par exemple, tu auras des papillons dans le ventre, tu auras vraiment envie de ça, et c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Je pense que j'ai une libido qui est dans la norme, mais en soi, ce désir que je peux peut-être éventuellement avoir, c'est quelque chose qui arrive par période, par cycle, que je comprends pas, qui est étrange pour moi, qui est laissé de côté et que j'ai aucune envie d'exploiter en quelque sorte. Vivre sans aucune sexualité peut paraître pour certains inconcevable, surtout dans une société où tout tourne autour du sexe. Laurie s'est longtemps sentie mise à l'écart. Tu m'entends ? C'est à travers le forum de l'AVA, l'association pour la visibilité des asexuels, qu'elle a pu enfin trouver un refuge et un espace de discussion. En fait, en soirée, ça a toujours été un peu compliqué, vu que c'est souvent dans ces lieux où on parle sexualité et tout ça, et t'as souvent ressenti ça, toi aussi ?
On m'a plus épinglé pour ma non-consommation d'alcool que pour ma non-pratique du sexe. C'est important d'avoir différents points de vue de différentes personnes, surtout pas du même sexe que moi, parce qu'on ne vit pas la chose pareil. Moi, comme je suis une fille et que je dis que je suis asexuelle, on me considère souvent frigide. Un garçon, on va le considérer plutôt comme quelqu'un de timide ou pas du tout sociable parce que tous les garçons aiment le sexe, enfin voyons, alors que non, pas du tout. Il y a une amie l'année dernière, elle me dit t'es asexuelle. Je dis bon, le terme sonne à peu près juste, j'ai dit ouais, au moins j'ai eu la paix. D'accord. Parce qu'il t'en parlait, c'est ça? Ils savaient que j'étais pas intéressé quand ils disent ouais, bah, elle a de jolies formes, oui, non, moi non, ça m'intéresse pas, tu vois. Et puis j'ai plus ou moins découvert le spectre d'asexualité. Et plus je regarde, plus je m'informe, plus je dis mais en fait c'est moi. Ouais, on est tous passés par là. Comprendre son asexualité a pris du temps à Laurie. Après une longue période d'introspection, elle décide il y a 9 mois d'en parler à sa famille, mais aussi sur Internet. Sa tante, notamment, l'a beaucoup soutenue. Les gens ne comprennent pas qu'il y a de l'amour sans sexe. Les gens veulent essayer de nous réparer, de nous guérir, mais on n'est pas malade. La sexualité, c'est pas une maladie. J'ai senti que c'était un soulagement pour elle aussi de nous l'annoncer. Et j'ai été rassurée, là j'ai tout compris. Bon, déjà j'ai compris ce que c'était la sexualité que je ne connaissais absolument pas. Et je vois qu'elle est épanouie parce qu'au moins elle ne se sent pas anormale. Et je suis très très fière d'elle, vraiment. Du haut de ses 22 ans, Laurie a désormais une vision claire de ses envies. Aujourd'hui, elle milite pour se faire accepter par la société en tant qu'asexuelle. Oui, Audrey, je pense que vous êtes à nouveau en ligne. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur une question. Là, je n'ai envie de faire l'amour ni avec mon conjoint, ni lors des relations extra-conjugales. Suis-je normale ? C'est la problématique de la normalité, en fait. Si on admet une norme, alors on admet des anormaux. En matière de sexualité, il n'y a pas de norme hormis la loi pénale, où on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de son envie ou de sa non-envie. Mais sinon, en matière de psychologie, quand on fait partie de certaines écoles, comme l'école palo-altienne notamment, on n'est pas régi par la norme. Donc oui, on peut être normal sans avoir de rapport sexuel, sans ressentir pour autant du désir non plus. Et là, le reportage qu'on vient d'entendre fait clairement la distinction d'ailleurs. Il y a du désir, mais il n'y a pas d'acte sexuel. Il y a de l'amour, il n'y a pas d'acte sexuel. C'est nous aussi, peut-être, qui, dans une normalisation des comportements, cherchons à ce qu'il y ait un continuum entre le désir, l'amour et l'acte sexuel. Peut-être qu'il n'y en a pas. Alors effectivement, mais si je pose la question différemment, je n'ai pas envie de faire l'amour ni avec mon conjoint ni lors des relations extra-conjugales, est-ce que je risque quelque chose? Est-ce que c'est néfaste psychologiquement pour moi? Ça dépend comment c'est pris dans le couple. C'est-à-dire que si l'autre n'entend pas qu'on peut faire une vie de couple sans sexe, là ça peut être néfaste parce qu'il peut y avoir une rupture alors que c'est pas ce qu'on souhaite. Donc ça peut être néfaste aussi si c'est en lien avec, en réalité, plutôt un psychotrauma, donc un traumatisme, qu'il soit médical, psychologique, émotionnel. Mais ça peut être délétère dans ce sens-là. Mais si c'est un vrai choix, c'est-à-dire que si la personne assume pleinement sa vie sans sexualité, relationnellement, il n'y a pas d'effet délétère au niveau psychologique. Oui, je voulais d'abord vous faire agir sur quelque chose. Quand on entend Laurie, on a l'impression qu'elle ne pourra pas changer, qu'elle est asexuelle pour la vie. C'est comme ça aussi que ça se passe chez les asexuels, ou il peut y avoir des variations quand même? Moi, il me semble que heureusement qu'on évolue tous, et il y a des périodes dans la vie où on peut ne pas du tout avoir envie de relations sexuelles, y compris quand on est en couple. Et puis, je voulais aussi dire qu'il y a le côté médical quand même. Il y a beaucoup de femmes qui ont des médicaments, par exemple, qui bloquent leur vie sexuelle, en particulier des traitements hormonaux, par exemple des contraceptions. On voit très souvent des femmes, on leur fait arrêter une pilule, elles disent « mais je suis transformée ». Donc ensuite, dans un couple, quand on n'a plus aucune envie, il y a très souvent des tensions dans le couple, du ressentiment envers l'autre. C'est aussi une cause d'absence de désir. C'est pas forcément parce qu'on n'a aucun élan sexuel non plus. Donc il faut quand même essayer de voir s'il y a quelque chose comme ça. Et puis je voudrais dire une autre chose qui me semble très importante, c'est qu'on peut ne pas avoir de désir sexuel, pas envie de faire l'amour, le faire quand même, non pas si on trouve que c'est horrible, mais je veux dire, disons, pourquoi pas? Parce que je dis souvent à mes patients, il nous arrive très souvent de manger sans avoir faim et on trouve que c'était très bon. Et donc on peut
avoir un rapport sexuel en disant j'avais pas tellement envie, mais finalement c'était chouette. Vous avez toujours des images. Ah ouais, mais je vous assure que c'est vrai. Et je me dis, si on se dit, moi j'attends d'avoir une envie au plafond pour me lancer, c'est peut-être on peut passer à côté de quelque chose aussi. Attention, je dis aussi à mes patients, il ne faut jamais se forcer si on sent qu'on a un blocage, si on fait un bond en avant, etc. Parce que, comme vous disiez en tant que psychologue, il y a des psychotraumatismes, il y a des personnes qui ont eu des attouchements, des agressions, à qui on a raconté que c'était atroce d'avoir un rapport sexuel, que les hommes allaient tous profiter de vous. Donc on a une espèce d'historique qui fait qu'on trouve que c'est affreux la sexualité. Et ça ne vient pas forcément de nous, ce n'est pas forcément dans notre nature. Donc évidemment, quand on est très jeune, il faut essayer de se découvrir. Et on entendait bien d'ailleurs qu'elle disait, mais j'ai quand même du désir, mais je ne veux pas le faire. On se dit, mais si elle a du désir, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? On n'est jamais obligé. Enfin, bon, c'est des questions très diverses. Je ferai votre réaction, Audrey Lemérer. Oui, j'ai pas exactement le même point de vue. C'est-à-dire que en réalité, j'ai beaucoup de femmes, moi, qui viennent, beaucoup de couples, mais beaucoup de femmes qui viennent consulter justement parce qu'elles se forcent pour avoir des relations sexuelles et ça leur donne une très mauvaise image d'elles à la finale et sans qu'il y ait nécessairement un psychotrauma au préalable. Donc, moi, je suis plutôt dans le discours inverse, c'est-à-dire suivez vos envies et vos non-envies. C'est-à-dire que si vous n'en avez clairement pas l'envie, il ne faut pas le faire parce que l'appétit vient en mangeant, certainement au sujet de la nourriture, mais en matière de sexualité et de relations, il y a quand même cet effet de l'intimité qu'on a quand même moins quand on mange. Donc je ne dirais pas cela à mes patients en tout cas. Depuis mon cancer du sein en 2009, je n'ai plus de vie sexuelle. Est-ce courant? Est-ce courant? Peut-être qu'elle a un traitement hormonal, parce qu'il y a des traitements qui, effectivement, sont très... Enfin, même des traitements de beaucoup de cancers, d'ailleurs, qui atteignent énormément la libido de manière chimique, je dirais. Et puis, il y a aussi le fait de se sentir malade, de peut-être pas se sentir désirable, le fait que les seins soient atteints ou un sein est atteint, ça peut être beaucoup d'éléments qui font qu'on n'a pas de désir. Mais là, on ne sait pas pourquoi elle n'en a pas, si c'est parce qu'elle ne veut pas, si c'est parce qu'elle n'a pas de désir, si c'est parce que son partenaire n'ose plus la toucher, parce qu'il faut aussi... ça se fait à deux quand même, la relation sexuelle. Donc c'est assez courant, mais c'est assez courant aussi que des femmes se disent mais il faut profiter de la vie. Quand on a une maladie, c'est pas une raison pour se dire c'est comme si c'était fini. Au contraire, il faut profiter du temps qu'on a. Audrey Lemérer, est-ce qu'on a constaté après des cancers que c'est plus souvent après des cancers qui touchent par exemple à la féminité qu'il y a ce type de conséquences ou pas? Oui, alors les cancers du sein notamment, sans forcément mastectomie d'ailleurs, mais du moment qu'un symbole de la féminité a été atteint, comme pour les femmes aussi, alors ça n'a rien à voir bien sûr médicalement, mais qui souffrent d'endométriose, en dehors des douleurs bien sûr, cette atteinte de la maternité potentielle aussi peut bloquer une sexualité, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'image de la féminité, de la maternité, elles projettent en réalité leur peur sur leur conjoint ou leur ami, et en retour tentent de cesser d'avoir du désir ou de mettre en pratique leur désir avec l'autre. Et c'est des gros freins, oui. C'est en dehors des traitements, en dehors des traitements. Ça dépend beaucoup de la façon dont le conjoint éventuellement a regardé cette femme qui se modifiait forcément ou qui était atteinte dans sa féminité. Oui, exactement. Elles attendent beaucoup. Alors des fois, vous savez, le phénomène des attentes, c'est qu'il faut qu'elles soient réalistes. Il faut que l'autre puisse nous donner ce qu'on attend, sinon on est forcément déçus. Bon. Donc du coup, je les invite toujours à essayer d'en parler, pas toujours en lien avec la maladie, mais plutôt l'image d'elle. Parce que c'est vrai que quand on est malade, on parle tout le temps de la maladie, Ça peut aussi user un couple, ça peut enlever un peu la magie, parce que la sexualité, ça reste quelque chose de magique finalement, comme l'amour. Et du moment qu'on essaie de comprendre et d'en parler, la magie s'évapore un peu. Donc du coup, plutôt de revenir sur la vie à deux, que moi, mon corps malade, et toi, comment tu me perçois. Ce qui peut changer un peu l'optique du conjoint. Merci beaucoup pour ces précisions, ces explications. Merci beaucoup d'être venu. Demain, dans Le Docteur, on répond à toutes vos questions sur les eaux à boire. Excellent après-midi, à demain. You